Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Kawasaki VN 1600 Classic Tourer de 2006. Allez, c'est parti. Donc les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui s'est déplacé d'assez loin afin de me faire tester cette machine. Alors vous la connaissez peut-être pas, vu que c'est pas une moto qui est très plébiscitée par chez nous. Il s'agit de la VN 1600, donc chez Kawasaki la gamme VN ce sont des cruisers, on va dire concurrente directe au Harley Davidson, et celle-ci, dans cette gamme 1600 Classic Tourer, c'était très clairement, on va dire, une réinterprétation japonaise de la Harley Davidson Road King. Donc forcément, c'est une machine assez imposante, on va dire même assez énorme, presque pachydermique, vu que là, je suis en train de déplacer plus de 375 kg. C'est vraiment super lourd, même pour ce genre de machine. Donc je le redis, au niveau du style, c'est très proche de la Harley Davidson Road King. On a vraiment une machine très basse, assez longue, énormément chromée, et directement équipée, vous le voyez, de valises latérales rigides. Comme tous les bons cruisers, cette moto est motorisée par un gros bicylindre en V. Celui-ci, donc bien que la moto s'appelle 1600 cube 1552 cm3, si je me souviens bien, et il est donné sur la fiche technique pour 67 chevaux, ce qui n'est vraiment pas délirant. À l'époque, sa concurrente de chez Harley Davidson sortait à peu près la même puissance, avec une cylindrée inférieure et un moteur à refroidissement par air, alors que cette VN a un moteur, vous le voyez, à refroidissement liquide. Mais bien que ce soit un refroidissement liquide, le moteur est quand même avec des ailettes afin de préserver le look si typique de ce genre de machine. C'est un moteur moderne, donc à injection. Et celui-ci n'est pas à culbuteur, vous avez des arbres à cam en tête. J'ai la chance aujourd'hui de tester un modèle qui est quasiment d'origine. Il y a très peu d'accessoirisation ou d'options sur celle-ci. La première option visible, c'est les phares additionnels à l'avant. Et vous avez sur ce modèle, vous le voyez à l'arrière, un top case. Alors que d'origine, normalement, on a un 6 bar. Sur cette machine aussi, normalement, il devrait être présent un grand pare-brise, mais le propriétaire me disait qu'il le trouvait tellement peu efficace pour lui qu'il a préféré le retirer, surtout que c'est vrai qu'esthétiquement, c'était pas la plus belle pièce de cette machine. Alors à conduire en ville, cette machine, c'est très particulier. Clairement, le poids, on le ressent, surtout quand j'évolue comme actuellement à faible vitesse en centre-ville. La moto est quand même, il faut l'avouer, assez bien équilibrée. On arrive à la manœuvrer, le guidon est gigantesque, chromé bien sûr, très recourbé vers le pilote, on a un assez bon bras de levier et heureusement qu'il est présent parce que la moto est lourde et surtout la particularité de ce modèle c'est qu'on a des roues en 16 pouces, donc relativement petites et assez larges. Le pneu avant est en 150 et à l'arrière en 170. C'est assez bizarre de contrôler cette machine avec un pneu avant aussi large. Sinon bien sûr la position sur ce gros cruiser est typique à ce genre de machine. La machine est très longue, la selle très basse. J'arrive à poser les pieds par terre du haut de mon 1m70 m, bien que la selle soit large et m'écarte énormément les cuisses. On a les jambes vers l'avant, on a des très gros repose-pieds, on est vraiment confortablement assis, très droit. On peut facilement aussi prendre les informations de ce qui se passe autour de nous, ça c'est un bon point. En plus on a les rétros d'origine qui sont assez bien placés, ils sont un peu sur l'extérieur il est vrai, ce qui m'oblige à tourner la tête pour savoir ce qui se passe derrière, mais j'arrive à prendre les infos sans difficulté. Comme je vous l'ai dit, les repose-pieds sont assez basculés vers l'avant. Et vous avez sur cette moto un double sélecteur de vitesse. Vous pouvez monter les vitesses avec le talon. Au début c'est un peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude et en fait on s'y fait très vite. C'est un système assez intuitif à utiliser. Au niveau de la sonorité, c'est relativement feutré. Je m'attendais à quelque chose de plus sonore, un peu plus comme chez Harley Davidson. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est un échappement chromé avec un tube de chaque côté de la machine.
Et le propriétaire me disait que actuellement la machine était déchicanée et aussi décatalysée. Donc on ne peut pas avoir une sonorité plus élevée avec l'échappement d'origine que ce que vous allez entendre aujourd'hui. Alors je sors de l'agglomération, je vais essayer d'accélérer un peu. Bon, clairement, il y a suffisamment de couple pour que la machine accélère sans difficulté, mais il n'y a pas de sensation de performance. Bon, forcément, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas le pare-brise, je n'ai aucune protection. Et même en roulant à 60-70, j'ai énormément d'air qui arrive sur moi. Alors là, j'arrive sur un exercice qui risque d'être un peu difficile avec cette moto. Un virage à très faible vitesse, avec cette moto très lourde. Ouais, faut vraiment prendre le temps de comprendre comment marche cette machine. Elle est relativement stable, parce que son centre de gravité doit être très bas. Mais le poids, c'est surprenant. Donc les amis, comme habituellement, je vais utiliser cette route afin d'essayer l'accélération de cette moto. Je rappelle donc, gros bicylindre en V d'environ 1600 cm3 qui développe 67 chevaux, moteur à injection refroidissement liquide, pour une machine qui tout plein fait avec la bagagerie est donnée pour 375 kg. On est parti, il n'y a bien sûr pas d'aide électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien du tout, c'est une machine, on va dire, standard. Let's go! Donc on voit que le moteur prend assez peu de tours et j'arrive à 100 km/h en deuxième. Maintenant je ralentis, le frein arrière est plutôt efficace et le frein avant, lui aussi, est plutôt pas mal pour ce genre de machine. Les Harley Davidson de l'époque ne freinaient pas mieux, peut-être même un peu moins bien. Maintenant, je vais faire le deuxième exercice, très certainement le plus difficile avec cette moto, un demi-tour. La machine est longue, elle est lourde. Heureusement, vous le voyez, j'arrive à toucher quasiment les deux pieds complètement à plat. Je suis juste un petit peu embêté à droite à cause de l'échappement qui m'oblige à écarter un peu ma jambe si je veux pas cramer ma botte. Maintenant, je signale mon intention de tourner. Je braque à fond. Et l'angle est suffisant, mais le guidon est tellement gigantesque que je suis obligé de me pencher vers l'avant pour maintenir mes mains dessus. Et j'essaye de rester sur la route, je pense que je vais complètement en sortir. L'avantage, c'est que j'ai les deux pieds par terre, donc je maîtrise le poids de la moto. Et vous voyez, je finis complètement en dehors de la route. Donc on a à peu près le même angle de braquage que sur une sportive. On est reparti pour une accélération et ensuite je retente un petit peu le freinage. Allez, let's go! Et je ralentis, frein arrière, frein avant. Ouais, franchement, quand on utilise les deux freins de manière optimale, on n'est vraiment pas en danger sur cette machine. Le freinage est parfaitement bien dosé, il n'y a rien à dire. À l'avant, on a un double disque quand même, et c'est pas de trop, parce que je rappelle, 375 kg la bébête quand même. Moi qui suis petit, le frein arrière est quand même assez accessible, parce que vous voyez que la pédale est énorme et elle n'est pas non plus extrêmement vers l'avant, donc j'arrive à mettre assez d'appui dessus pour bien freiner. Ça, c'est plutôt une bonne surprise, parce qu'il y a certaines machines de ce genre qui parfois sont limite dangereuses à tester pour moi, parce que j'arrive pas à freiner. Allez, un petit rond-point, comment ça se comporte. Donc à très bas régime, toujours quand même, c'est un bicylindre, ça cahote un petit peu. La moto est lourde et avec une très faible garde au sol, donc j'y vais vraiment tranquillement. Une fois de plus, sur ce genre de, on va dire, fausse Harley Davidson japonaise, on a souvent un comportement qui est assez édulcoré en fait. Je pense qu'en termes de performance pure, ça doit être très équivalent à ce qui se faisait chez Harley. Mais par contre, en termes de ressenti, il y a beaucoup moins de vibrations, c'est beaucoup moins sonore.
Et je saurais pas dire si c'est plus facile à prendre en main, parce que là, elle est plus lourde qu'une Harley Davidson, hein. Au niveau des commodos sur cette moto, on a la même chose que sur la plupart des autres motos japonaises de ces 30-40 dernières années. Le petit point surprenant, c'est que les commodos sur cette machine sont en métal polychromé. Et ça renforce vraiment le côté haut de gamme de la machine. C'est vraiment nickel. D'origine, la moto n'est pas équipée de feu de détresse, mais vous voyez qu'un des précédents propriétaires a rajouté un petit bouton on-off qui permet d'avoir cette fonction. Le compteur est lui, vous le voyez sur le réservoir, il n'indique que la vitesse, et ça c'est assez dommage, vous n'avez pas le compte-tour. Et dedans vous avez 3 voyants, le point mort, les clignotants, le feu de route allumé, et un tout petit écran pour vous indiquer la jauge de carburant. Vous avez aussi une horloge, le totalisateur de la machine et le trip partiel. C'est vraiment très très simple. Une particularité par contre de cette moto qui est assez marrante, vous voyez que le contacteur à clé est juste ici et qu'actuellement il n'y a pas la clé. En fait, il y a un système sur cette moto qui fait que vous mettez la clé bien sûr pour tourner le contacteur et mettre la machine en route, mais ensuite vous pouvez retirer la clé afin que celle-ci ne vienne pas abîmer tout l'ensemble chromé, et vous la gardez dans la poche. Alors sur les pavés, clairement, faut pas faire le malin, parce que là la machine elle est très lourde, elle vibre de partout et elle aurait presque tendance à suivre les rainures entre les pavés. Alors là on a un bon virage et clairement quand je prends un peu d'angle, j'ai toujours l'impression que la machine elle va tomber d'un seul coup. Je suis vraiment pas rassuré, je pense que c'est la forme du pneu avant, c'est des pneus un peu ballon et assez larges qui me donne cette impression de lourdeur. La boîte de vitesse, elle, sinon fonctionne assez bien, hein. On n'a vraiment pas le côté bruyant et très très lent qu'il pourrait y avoir sur une Harley Davidson. C'est bien mieux à ce niveau-là. Allez, je ralentis un petit peu, je redescends à 30 km/h pour prendre ce Dodane. Alors sur cette machine vous avez une suspension à l'arrière qui est pneumatique et elle est réglable. Actuellement je suis sur le 3e réglage sur 4, donc je suis presque on va dire au plus ferme et c'est pas mal. On est sur un bon compromis entre le confort et la fermeté, ça se tasse pas, c'est pas désagréable, franchement ça passe sans trop de soucis. Les 375 kg plus mon gros cul dessus sont assez bien amortis. À l'avant, la fourche est relativement classique et vous voyez qu'elle est dissimulée derrière des gros caches chromés. De nouveau, aucun problème pour le freinage. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que sur cette moto, contrairement au Harley Davidson, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Et ça, c'est vraiment un plus. Alors qu'est-ce que ça donne cette grosse machine dans une succession de virages? Bon, ça se conduit à bas régime, donc on passe les vitesses assez rapidement. On a le max du couple sur ce moteur à 2500 tours si je me souviens bien. Et c'est vraiment à bas régime que la sonorité est la meilleure. C'est un cruiser, hein, ça incite absolument pas à prendre de la vitesse ou de l'angle. On n'hésite pas d'ailleurs à ralentir un peu pour se stabiliser. La moto est longue et donc relativement stable. Il y a juste une fois de plus ce flou un petit peu dans la direction à l'avant qui me déstabilise. Vous voyez parfois que la machine se dandine un peu. Bon, d'un côté, heureusement que c'est une moto qui n'incite pas à aller vite, parce que vu que le compteur est sur le réservoir, c'est complètement en dehors de mon regard lorsque je prends tout simplement les infos sur la route. Je suis obligé de baisser complètement la tête et parfois je trouverais ça presque dangereux. Et je réaccélère. Clairement cette machine, c'est comme souvent avec les motos japonaises de ce style, c'est beaucoup plus efficace que sensationnel. On n'a pas les grosses vibrations et le plaisir assez inimitable qu'on aurait avec une Harley Davidson. Je suis vraiment bluffé par cette boîte de vitesse, hein. Vraiment super efficace, aussi bien à la montée qu'à la redescente des vitesses. Cette moto est avec une transmission finale par cardan
Et pareil, le cardan est assez, on va dire, transparent à l'utilisation. On n'a pas de grosses vibrations ou de, comment dire, de défauts perceptibles lorsqu'on change les vitesses. C'est plutôt bien fait. Ah, de nouveau dans une grande courbe, faut vraiment que je me cramponne au guidon, sinon j'ai l'impression que celui-ci, il se dandine un peu. Il y aurait une tendance à vouloir guidonner un petit peu. Faut être bien présent et attentif au comportement de la moto, sinon on pourrait se faire surprendre. Allez, je m'insère. On va dépasser ce poids lourd. Donc actuellement je suis sur le dernier rapport, la 5e, à environ 105-110. Je vais tester de faire un test de reprise, donc j'accélère à fond. Et vous voyez que ça reprend plutôt bien. 120, 130, 140. Là c'est vraiment l'avantage d'avoir une grosse cylindrée, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de puissance. Dès les bas régimes, ça tracte quand même pas mal. On n'est absolument pas en danger pour dépasser et on n'a absolument aucune nécessité de changer de vitesse pour le faire. Ça c'est vraiment un confort. Et sur l'autoroute, j'ai pas tant d'air qui arrive que ça sur moi. Je suis assez bien protégé par le très gros réservoir qui dévie un peu l'air. J'en ai assez peu sur mes jambes. Je pourrais rouler comme ça pendant assez longtemps. Et la selle est assez confortable également. Ça fait d'ailleurs un espèce de petit dossier derrière mes fesses qui fait que je suis complètement calé. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, bien sûr, tout est chromé. On a un très gros phare à l'avant qui reprend quasi à l'identique l'esthétique de la Road King de chez Harley. Et vous avez en plus les longues portées ou les phares additionnels, je ne sais pas exactement leur rôle, qui sont également chromés. Les clignotants sont eux aussi chromés. Et à l'arrière, même chose. Bon, si vous envisagez d'utiliser ce genre de machine pour faire de la ville, clairement je pense pas que ce soit vraiment adapté. C'est trop lourd, peu manœuvrable, trop long. Donc vous allez avoir de grosses difficultés si vous voulez utiliser ça en ville. La largeur de la moto n'est pas réellement un problème, mais c'est plutôt son empattement et son poids qui vont vous gêner. Allez, j'accélère un bon coup. Clairement, ce moteur n'est pas conçu pour aller vite. La vitesse max, ça m'étonnerait qu'elle dépasse les 150, 160. Là, on a le compteur qui est gradué jusqu'à 220, ça me paraît très optimiste. Donc comme je le disais, cette version classique Tourer se distingue de la version standard, de par la présence des deux grosses valises latérales d'origine. Le propriétaire a rajouté ensuite le top case qui remplace le CC bar qui est présent normalement à la place. Mais d'origine, si vous n'avez pas ces valises, eh bien vous n'avez quasiment aucun rangement. La selle n'est pas vraiment démontable, vous n'avez pas de rangement en dessous de celle-ci. Vous avez juste sur le côté gauche un cache latéral qui dissimule quelques outils qui sont fournis par Kawasaki. Et il y a aussi un petit emplacement qui permettrait peut-être de mettre un gilet jaune ou une petite bombe anti-crevaison. Les valises présentes d'origine sont assez profondes, mais pas très larges. Ce qui fait que vous ne pouvez pas mettre de casque à l'intérieur, ça c'est un peu dommage. Et c'est très certainement pour ça que le propriétaire s'est senti obligé de rajouter le top case. Et il a même rajouté sur ce top case une petite grille qui permet de faire support à d'autres bagages encore au-dessus. Au niveau de la consommation, bien que ce soit un gros moteur, celui-ci n'a pas énormément de puissance et est utilisé à faible régime. Donc la consommation est assez contenue, surtout pour une machine aussi lourde. Le propriétaire me disait qu'il tourne en moyenne à 5,9 litres au 100, ce qui est vraiment raisonnable pour une machine de ce poids-là. Petite surprise aussi, contrairement à Harley Davidson, le bouchon du réservoir sur cette machine est sur charnière. Et c'est vraiment un avantage comparé à Harley où les bouchons sont sur vis et après vous l'avez dans la main. En plus, la plupart du temps chez Harley, le bouchon ne ferme pas à clé, c'est une option. Ici bien sûr, il ferme à clé. Si vous désirez rouler avec un passager, bien sûr ça ne pose aucun problème, cette moto a été conçue pour ça. Le passager a des très gros repose-pieds
qui sont d'ailleurs mis pas trop haut. Donc on est bien assis, la selle est accueillante et vous avez aujourd'hui le top case qui sert de sissi bar, mais je rappelle que d'origine il y a un sissi bar pour le passager. Parlons du plus gros point fort de cette machine par rapport à ses concurrentes américaines, c'est le tarif. Déjà à l'époque, lorsqu'elle était en vente neuve, ce modèle était vendu à peu près 15 000 € en 2006, alors que son équivalent chez Harley c'était plutôt dans les 20-22 000. Donc il y a une grosse différence déjà à l'achat. Mais la bonne surprise, si vous voulez être acquéreur de cette machine d'occasion, c'est que celle-ci a pas mal décoté. Maintenant, un modèle comme j'ai aujourd'hui, encore en bon état d'origine et avec moins de 50 000 km, ça vaut entre 6 et 7 000 €. Alors que avec le même kilométrage et dans le même état, une Harley Davidson coûterait facilement 12 000 €, donc le double. En termes de fiabilité, j'ai pas trouvé de retour négatif sur cette machine, donc ça a l'air d'être plutôt bon. Le propriétaire me disait qu'il y avait une révision à faire, si je me souviens bien, ça doit être tous les 10 000 km. Par contre, sur cette machine qui est très lourde, il ne faut pas négliger le budget pneumatique qui sont forcément contraints par le poids de la machine et le couple à l'arrière. Et il faut des pneus assez spécifiques, vu que ce sont des tailles peu fréquentes et surtout des pneus qui nécessitent un indice de charge élevé. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette VN 1600 Classic Tourer. Globalement une assez bonne machine, mais faut vraiment que ce soit le type de moto que vous recherchiez, hein. Il faut être conscient du poids de celle-ci. Si vous avez des questions concernant cette machine, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici avec cette machine afin que je puisse en faire le test, c'est très sympa de sa part. Et je reprécise que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Je fais mes tournages dans la région de Rouen en Normandie. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu, vu que j'en réalise très régulièrement. Allez les amis, on se retrouve bientôt sur un prochain test et surtout, ve à tous!